il y a un regain d'intérêt finalement pour cette hypothèse à partir des faits historiographiques. Et donc ce regain d'intérêt date de l'exposition. Et puis ensuite s'intéresser à ce qui a pu être considéré comme protestant dans leur tableau, qui est une curiosité historiographique. Finalement, ce qui permet de se poser une question qui est qu'est-ce que la peinture protestante? Une question qu'on a considéré qu'elle n'existait pas, mais enfin peut-être que cette question existe. Et donc dans l'espoir totalement vain, mais néanmoins qu'il faut garder, que voir ce que ces hypothèses, étudier ce que ces hypothèses nous révèlent des préjugés historiographiques de nos devanciers nous permettra peut-être d'avoir nous-mêmes un petit peu moins de préjugés en faisant nos recherches. Et ça, voilà, c'est un espoir vain, mais néanmoins, il faut le tenter. Donc, si on s'intéresse aux faits historiques, donc les faits historiques ont été particulièrement étudiés par Jacques Panier, qui est un historien protestant, pasteur, qui travaille dans le cadre de la Société de l'histoire du protestantisme français, qui est la société savante protestante créée au milieu du XIXe siècle et encore active aujourd'hui. Et donc c'est principalement Panier qui s'est plongé sur les questions, sur les questions historiques, donc vraiment ce qu'on sait de la biographie des Le Nain, et qui a essayé de voir ce qui pouvait faire penser que ces peintres étaient protestants. Évidemment, étant lui-même protestant, il aimerait beaucoup qu'il le soit, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc il a trois principaux arguments. Son premier argument, c'est la présence dans la famille du prénom Isaac. Son deuxième argument, ce sont les origines picardes de la famille. Et son troisième argument, c'est leur présence à Saint-Germain-des-Prés. Donc la question du prénom est assez intéressante. Et peut-être que finalement tout cela ne serait pas arrivé si les Le Nain n'avaient pas été les fils d'un dénommé Isaac et n'avaient pas eu un frère qui s'appelait Isaac. On sait que les prénoms de l'Ancien Testament, les prénoms vétérotestamentaires, sont généralement considérés comme une marque de protestantisme parce que dans la doctrine ecclésiastique, donc un texte très important de Calvin pour la religion réformée, il est dit qu'il faut choisir des prénoms, si possible, dans l'Écriture sainte, et les protestants connaissent beaucoup mieux l'Ancien Testament que les catholiques. Et donc, en général, quand on a un prénom qui vient de l'Ancien Testament, Isaac, Salomon, Abraham, on a tendance à penser qu'il y a vraiment de très fortes chances que la personne soit protestante. Donc là, les Le Nain ont ce prénom Isaac dans leur famille, mais c'est le seul. C'est-à-dire qu'en général, dans les familles protestantes, c'est comme ça chez les Hell, c'est comme ça chez les Bernard, c'est comme ça chez les familles de peintres protestants qu'on connaît. Il y a aussi des Samuel, des Salomon, des Rachel, des Judith, enfin on a vraiment un faisceau de prénoms. Là, on n'a que Isaac, donc c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est qu'au XVIIe siècle, on n'hésite pas à transmettre les prénoms. Donc si votre père s'appelle Isaac, vous appellerez presque mathématiquement votre fils aîné Isaac, vous pouvez continuer comme ça. Et donc il est tout à fait possible que le prénom ait été dans la famille, peut-être parce que, voilà, à une époque, éventuellement, le tout premier a peut-être été protestant, pourquoi pas. Mais en tout cas, rien ne nous garantit que à la naissance de Isaac, le frère aîné de nos Le Nain, les Le Nain soient toujours protestants. Et on a des exemples de transmission de prénoms vétérotestamentaires chez des gens qui sont devenus carrément jansénistes. Donc ce sont des choses qui arrivent. Et si Panier s'interroge beaucoup sur ce prénom et sur la possibilité qu'il y ait eu un ancêtre protestant, qui est effectivement la chose la plus probable historiographiquement, c'est parce que les Le Nain sont picards. Ils sont de Laon, donc, qui est une ville aux confins de l'Île-de-France et de la Picardie, et qui est une ville, une région qui a été assez tôt pénétrée par des idées protestantes dès le milieu du XVIe siècle. C'est la Picardie, il faut rappeler que c'est la terre de Jean Calvin. Jean Calvin était de Noyon. C'est aussi la terre des Coligny, des Condé. On sait donc qu'il y a eu des colporteurs qui ont répandu à Laon les idées protestantes dès vraiment le milieu du XVIe. En 1565, les magistrats protestent contre le fait que ces colporteurs donnent des livres et qu'il y a des curieux qui se convertissent, et vraiment c'est pas possible. Le problème, c'est que la Picardie est aussi un des berceaux de la Ligue, de la Seconde Ligue notamment, qui est partie de Péronne, et qu'en 1589, les villes picardes, donc à la mort de Henri III, ont totalement refusé l'idée d'avoir un roi protestant, ce qui a été le cas d'un certain nombre de villes françaises, et que la ville de Laon a rallié la Ligue, ce qui lui a valu d'être assiégée en 1594. Et ce genre d'événement, Paris après la même histoire, est vraiment quelque chose d'assez rédhibitoire pour la présence du protestantisme. En général, on remarque qu'après ces épisodes d'hier, il n'y a plus de protestants. Ils sont morts, ou ils se sont convertis, ou ils se sont exilés. Mais vraiment, la Picardie n'est plutôt un bastion catholique à l'époque de naissance présumée des frères Le Nain.
Et vraiment, c'est au point, par exemple, que l'édit de Nantes prévoit normalement qu'il peut y avoir 10 lieux de culte dans la région, et en Picardie, on n'en prévoit que 2, parce que de toute façon, il n'y a plus de protestants. Donc Pagnier connaît ces données, essaye de faire avec, mais néanmoins, c'est assez difficile. Et donc, il s'appuie sur le fait qu'il a trouvé des Lenains au temple de Léaucourt, donc je vous ai mis à l'écran en calculant la distance avec Laon. Et donc, il a trouvé notamment un Nicolas Lenain. Donc, il aimerait beaucoup que ce soit le fameux, le second frère, hein, donc celui qui arrive entre Isaac et Antoine. Le problème, donc, c'est que les dates correspondent assez mal, hein, puisque ce fameux Nicolas Lenain a eu des enfants entre 1610 et 1617, à l'époque où, selon la révision des dates de naissance, qui est problématique comme on l'a vu hier, les Lenains étaient eux-mêmes des enfants. Et surtout, donc, le temple de Léaucourt, vous voyez, est quand même assez loin de Laon. Je rappelle que le temple, normalement, il faut y aller tous les dimanches. Et si vous êtes un bon protestant, c'est bien aussi d'essayer d'y aller une fois dans la semaine. Donc 100 km en famille tous les dimanches, ça me semble un petit peu difficile. Comme il est assez problématique, comme il n'y a pas de traces de Lenain protestant à Laon, du coup, Pagnier triche un petit peu et essaye de déplacer le bastion de la famille en Thiérache et en Vermandois, parce que là, effectivement, on a des Lenains. Et donc, il joue notamment sur le fait que Leleu, qui est la principale source ancienne sur les Lenains, était archidiacre de Thiérache. Ça ne veut pas dire que Leleu fait l'histoire de la Thiérache, ça veut juste dire qu'il représente l'évêque en Thiérache. Et donc, voilà, donc là, il y a effectivement un fait qui, pour moi, est vraiment un des principaux obstacles à l'idée que les Lenains soient arrivés protestants à Paris, c'est que la Picardie est un endroit où il n'y a plus de protestants et que de toute façon, on n'a pas de fait, en fait, sur cette époque-là. Donc quand les Lenains arrivent à Paris, ils s'installent à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est cette question qui, là, est particulièrement ravivée à l'occasion de l'exposition. Saint-Germain-des-Prés, c'est un quartier où il y a entre autres des protestants, il y a beaucoup de gens, c'est vrai. Et donc les Lenains arrivent. Donc vous avez mis ici le plan de Bombouste. Le trait au milieu, c'est la coupure de planches, puisqu'il y a plusieurs planches sur ce grand plan. Donc les Lenains arrivent, ils s'installent rue Princesse, que vous voyez là, donc juste à côté de l'abbaye. Et puis ensuite, ils vont déménager quelques années plus tard et ils vont s'installer rue de Taranne. Et je vous ai encadré aussi une des raisons qui fait que Saint-Germain-des-Prés est un quartier protestant, c'est la présence du cimetière réformé des Saints-Pères, qui est le seul cimetière protestant parisien. Bon, il y en a des tout petits autour des ambassades, mais ils vont tous au Saint-Père, qui est un cimetière qui a été concédé par Sully, que Sully a réussi à obtenir pour la communauté au début du XVIIe siècle. Et la présence de ce cimetière est une des explications de la concentration de protestants à Saint-Germain-des-Prés, avec le fait qu'il y a une rue qui s'appelait la rue des Marais à l'époque, qui est aujourd'hui la rue Visconti, qu'on appelle la Petite Genève, parce qu'il y a toujours eu des protestants à cet endroit-là. C'est là où s'est tenu le premier synode de l'Église réformée française. Et donc, quand les protestants sont revenus après le siège de Paris par Henri IV, puisque Paris a une histoire assez proche de celle de Laon, finalement, de ce point de vue-là, ils se sont beaucoup réinstallés dans le quartier. Donc les Lenains arrivent, ils s'installent là eux aussi, mais ils s'installent là comme, quand vous arrivez à Paris, vous vous installez dans les faubourgs parce que c'est là où il y a des hôtels, et ils s'installent donc à cet endroit-là, mais il y a aussi des flamands, des gens qui sont catholiques, enfin là encore ce n'est vraiment pas une preuve irréfutable. Et en 1629, Antoine entre dans la maîtrise de Saint-Germain-des-Prés, où il y a beaucoup de protestants, et donc il est à cette époque-là compagnon. Et c'est là donc que l'exposition a permis de faire avancer, de proposer de nouvelles hypothèses, puisque Michael Zanto propose que Antoine ait été le compagnon d'un artiste de Saint-Germain-des-Prés, et pourquoi pas d'un artiste protestant, puisque à l'époque il y en a beaucoup. Et il y a notamment Ferdinand L, qui est portraitiste, et on sait que la première spécialité de Lenain, c'est les portraits. Donc Ferdinand L, qui est portraitiste, qui fait fortune, et qui habite à Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, et qui est un des membres importants de la maîtrise. Et donc Michael Zanto a proposé que éventuellement Antoine ait pu être le compagnon de L. C'est possible. Là encore, on n'a pas de document, mais souvent pour les compagnons, il n'y a pas de contrat. Donc voilà, c'est un problème qui se pose aussi pour Nicolas Poussin, qui a été, lui c'est à peu près sûr, qui est passé lui aussi dans la vie de Ferdinand L une quinzaine d'années plus tôt. Ce qui est certain en revanche, c'est que quand on regarde l'acte d'admission à la maîtrise d'Antoine,
On voit que les deux jurés à l'époque étaient protestants, donc c'est Salomon du Laurier et Roch Voisin, qui est aussi un marchand. Mais en revanche, parmi les noms des gens qui sont venus pour être témoins, ou peut-être on pourrait reconnaître davantage des gens qui sont plus proches et qui ont été choisis par le peintre, là on ne retrouve pas spécialement de protestants, alors que la même année, Jean Cassiopin, qui est le gendre de Ferdinand L, est reçu, et là vraiment vous avez tous leurs proches qui sont là, tous leurs proches qui signent le contrat. Donc c'est vrai que c'est une possibilité, mais ça rien n'atteste néanmoins. Autre fait assez troublant, c'est donc toujours en 1629, les Lenins prennent un apprenti qui s'appelle Pierre Minguet, qui est le fils de Isaac Minguet, et donc là encore Isaac, prénom de l'Ancien Testament, je ne vous recommence pas le débat, mais... et donc en tout cas ce qui est certain, c'est que ce Pierre Minguet a un petit frère qui s'appelle Gilles Minguet, et qui lui va être mis en apprentissage chez les protestants sûrs et certains, qui sont les L. Et donc je vous ai mis ici, pour qu'on voit un peu d'actes d'archives, le contrat d'apprentissage de Gilles Minguet chez les L. Donc la présence du prénom Isaac, la Picardie, Saint-Germain-des-Prés, tout ça ont aidé Jacques Panier à construire son hypothèse. Donc néanmoins, l'idée que les Lenins soient protestants pose un vrai problème de source. Et le principal problème de source, c'est qu'ils n'apparaissent pas dans les copies des registres du temple de Charenton, qui est le temple fréquenté par les protestants parisiens, qui ont été détruits en 1871, les originaux, mais qui sont assez bien connus par des copies conservées notamment à la Bibliothèque historique du protestantisme français. Et si les Lenins avaient été dedans, je pense vraiment que beaucoup plus d'historiens protestants seraient partis sur cette hypothèse, premièrement. Et vraiment, ils ne sont pas mariés, donc il n'y a pas de raison qu'ils y soient, mais les témoins sont souvent recopiés, et voilà, et ils n'apparaissent jamais. Et ils n'apparaissent jamais non plus dans les contrats de mariage. Et là encore, quand on étudie les L, les Bernard, tous ces peintres-là, les Testelin, Bourdon, tous ces gens apparaissent. Ils apparaissent à Charenton, ils apparaissent dans les contrats de mariage. Et les Lenins, à part la question de l'apprenti qu'on a évoquée juste avant, les Lenins n'apparaissent jamais dans ces archives-là. Peut-être qu'on les retrouvera un jour, puisque ce sont des océans de documents, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de faire partie de ce cercle-là. Et vous avez ici autre chose qui est assez marquant, ce sont donc leurs billets d'enterrement, c'est-à-dire leurs faire-part d'enterrement, qui ont été publiés au XIXe siècle d'après un manuscrit conservé aujourd'hui à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Et vous voyez qu'on dit que Saint-Sulpice est la paroisse de Louis et Antoine. Donc, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont pas été enterrés au cimetière protestant des Saints-Pères, contrairement à Bourdon, contrairement à Testelin, contrairement aux autres peintres protestants. Donc, je vous propose maintenant de nous intéresser davantage à la peinture. Et donc, l'idée que les Lenins, cette peinture très étrange, serait finalement peut-être une peinture protestante, a été émise plusieurs fois, assez prudemment par Champfleury dès 1850, donc c'est vraiment une idée qui est sortie très très vite, puis en 1862. Huysmans en 1899 a essayé lui aussi. Jameau est d'une prudence tout à fait jésuite en 1922. Le pasteur Panier, donc, qui avait du mal avec les arguments historiques, a essayé lui aussi de s'intéresser aux œuvres. Et enfin, en 1978, il y a eu un article de Maggie Meignier, sur lequel on reviendra, qui a proposé de voir dans les scènes paysannes des scènes, et qui lui aussi avait fait beaucoup parler de lui. Donc, le principal argument pour penser que finalement cette peinture étrange serait peut-être une peinture protestante, c'est l'argument de la couleur. Et quand on compare ce qui a été dit, c'est souvent assez imprécis, mais très souvent vient néanmoins l'idée de la couleur. Donc ça commence par Champfleury, qui publie donc son essai sur la vie et l'œuvre des Lenins en 1850, qui commente tout d'abord les œuvres du Louvre. Donc il commence par la forge, et puis ensuite donc, il s'intéresse à cette adoration des bergers qui est dans l'exposition, qui a été peinte pour la chapelle de la Vierge au couvent des Petits Augustins, mais à l'époque on ne le sait pas. Et donc il dit « L'adoration des bergers, inscrite au Louvre sous le numéro 1303, est un tableau d'église d'un sentiment sérieux et réfléchi. À gauche, une femme de grandeur naturelle, et très remarquable par son style de beauté, et le respect triste avec lequel elle contemple l'enfant Jésus. Le ton général gris verdâtre n'attire pas dès l'abord, mais plus tard, la simplicité un peu froide et protestante de cette peinture ne manque pas de grandeur. » Donc une simplicité un peu froide et protestante, on relèvera que c'est tout à fait paradoxal puisqu'il n'existe pas par définition de peinture religieuse protestante. Et ça arrive juste après le ton général gris verdâtre. Il s'est déjà associé au froid, donc on commence à partir vers la couleur.
Et en 1862, Champfleury, qui a approfondi ses recherches dans les peintres de la réalité sous Louis XIII, Champfleury donc, approfondit sa pensée et donc écrit « Ce n'est pas tant la nature de leur sujet que leur façon de peindre qui frappe, une harmonie particulière s'échappe de chacune de leurs toiles, harmonie naïve qui se restreint elle-même, dédaigne les sources de la palette et se contente quelquefois de 3 ou 4 tons. Certains de leurs tableaux pourraient être dits monochromatiques, car l'œil n'est frappé que d'une localité grise rehaussée à peine par un certain rouge affaibli. Leur caractère principal est une couleur sobre, protestante, en italique dans le texte. Le plus souvent, une impression d'un vert sombre ressort de la vue de ces tableaux tranquilles, où la couleur s'allie et fait corps avec le sujet. » Donc cette fois-ci, on arrive vraiment très vite au sujet de la couleur, et l'emploi de l'italique inciterait un petit peu à se méfier. Soit Champfleury considère que cette idée est un peu hardie, soit ça lui permet de se dispenser commodément de l'expliquer. Et on voit le retour du vert, donc finalement pour Champfleury, apparemment le protestantisme c'est vert. Donc voilà, je vous laisse juger. Mais c'est une comparaison qui lui vient juste après l'observation que les Lenain travaillent sur une palette assez restreinte. Et en 1899, Huysmans, dans un article, s'intéresse lui aussi au tableau. Donc il relit Champfleury, il relit Thoré, et il est lui aussi frappé par la couleur protestante, et cette fois-ci il l'applique à un tableau, et évidemment, ce n'est pas n'importe quel tableau, c'est évidemment le repas de paysan, le tableau par excellence. Et donc il cite directement Champfleury. Champfleury observe à son tour que le caractère principal de ce tableau est une couleur sobre protestante. Et finalement, ensuite, voilà, après des considérations assez littéraires qui nous paraissent aujourd'hui un peu choquantes parce qu'elles sont pour nous peu scientifiques, mais enfin ça reste Huysmans qui est aussi un grand historien, un grand écrivain, ce que nous n'avons pas la prétention d'être. Mais voilà, après donc avoir cité Champfleury et donc sa citation sur la couleur sobre protestante, il finit par comparer la peinture des Lenain au jansénisme et à Philippe de Champaigne. Donc finalement, la question, voilà, pour Huysmans, la rigueur religieuse, voilà, protestantisme, jansénisme, c'est un peu la même chose. Et donc il ne voit pas très bien la différence, et plastiquement pour lui ça se traduirait pareil, et donc il fonce sur cette hypothèse-là. Ce qui est intéressant sur l'idée que la couleur et les palettes monochromatiques seraient protestantes, c'est que c'est une idée qui n'a pas totalement disparu, et que j'ai retrouvée par exemple dans une conférence de Michel Pastoureau qui a été prononcée à l'École pratique des hautes études en 2009, donc qui est assez récente, et qui donc lui aussi s'intéresse, qui est en ligne, qui est vraiment intéressante, et donc il s'intéresse sur l'existence d'une palette calviniste, je cite, et plus généralement d'une palette protestante, et il écrit « Pour ma part, je le crois, les peintres protestants me semblent posséder dans leur palette quelques dominantes récurrentes qui leur donnent une authentique spécificité, sobriété générale, horreur du bariolage, importance des noirs et des tons sombres, effet de grisaille, jeu de camailleux, fuite de tout ce qui agresse l'œil. De cette palette si particulière se dégage une forte musicalité et une indéniable intensité spirituelle. » Donc finalement, l'idée que la palette restreinte pourrait venir du protestantisme et pourrait être une marque de protestantisme n'a pas totalement disparu. Michel Pastoureau pense davantage à Rembrandt, et cite Rembrandt bien sûr, et non pas les Lenain. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant les écrits de Calvin, je n'ai pas encore lu tout Calvin, ça viendra peut-être, mais pas pour le moment, Calvin n'a pas de réticence particulière sur les couleurs. Et il dit au contraire dans l'institution de la religion chrétienne que Dieu a créé les fleurs et les couleurs pour que nous en profitions et pour embellir la vie, mais que voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'il condamne. Ce qui est certain en revanche, c'est que Calvin recommande une grande sobriété dans le vêtement, et ça a des conséquences picturales non négligeables. Et là-dessus, donc, je rejoins ce que disait Axel ce matin. Voilà, les travaux sur l'habillement des protestants sont inexistants pour l'instant, rudimentaires. Et vraiment, je pense que là, sur cette histoire de couleur, on a l'influence de la peinture nordique, c'est-à-dire que Huysmans y pense, Champfleury y pense, mais voilà, il n'ose pas vraiment l'écrire. Et finalement, face à ces scènes paysannes et à ces vêtements que nous sommes très très peu habitués à voir, ils réagissent aux couleurs et ils rapprochent ça de la peinture nordique, donc finalement voilà, des protestants, et notamment en pensant au tableau des régents. Et Pastoureau suit un petit peu Huysmans finalement, puisque dans la suite de sa conférence, il a dit que les peintres protestants n'avaient pas le monopole de l'austérité chromatique et qu'elle s'observait aussi chez des peintres catholiques.
et notamment chez les jansénistes. Donc voilà, l'idée que l'absence de couleurs et les palettes resserrées sont l'apanage des convictions religieuses ferventes, on peut dire, n'a pas totalement disparu. Pour les peintres protestants, en tout cas français, on peut remarquer quand même qu'il y a quelques contre-exemples assez importants. Je pense à certains tableaux de Bourdon, par exemple. Voilà, il y a des grands coloristes protestants. Donc, autre argument, mais qui est dit de manière un peu moins frontale, c'est l'argument de la composition. Et je pense que la simplicité des compositions a aussi pu inciter certains à y voir des marques de protestantisme. Mais l'argument qui a vraiment fait fortune, c'est l'argument iconographique, qui a été donc notamment étudié par Mady Médier en 1978, à propos, là encore, du repas de paysans et de la famille de paysans. On s'intéresse toujours un peu au même tableau quand même. Donc Mady Médier a remarqué qu'à propos du repas et de la famille, donc le repas que vous avez à l'écran, qu'il n'y avait pas de couvert, mais de façon très inattendue que les personnages avaient mis une nappe. Et dans les deux cas, on en a abondamment parlé, ce sont des repas de pain et de vin, et seulement de pain et de vin. Et donc avec ces très belles coupes de vin très rouges qui frappent la composition. Et donc Mady Médier a demandé si ces deux tableaux, donc le repas et la famille, n'étaient pas deux représentations de la scène protestante, le repas, la Sainte Seine, par quoi s'est maintenue dans le culte familial la foi réformée. Confronte-t-on ces toiles au récit de saint Paul, qui est communément celui retenu par la liturgie du culte protestant, elle l'illustre verset à verset. Donc là, elle fait référence donc, à la première épître aux Corinthiens, qui raconte l'épisode biblique de la scène, mais qui ne nous décrit pas vraiment à quoi ressemblait une scène. Donc il faut savoir que la scène est un des deux sacrements de la religion protestante, enfin des calvinistes, parce que c'est compliqué selon les différentes branches, vous considérez différemment les sacrements. Mais donc la scène, c'est l'équivalent de l'Eucharistie pour les protestants, mais ça reste malgré tout très très différent. Donc effectivement, ils communient tous sous les deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin, et pas seulement le pain. Et il s'agit d'une pratique qui est aujourd'hui mieux connue, notamment grâce aux travaux de Bernard Roussel, et d'une pratique qui est très très importante et très encadrée pour la vie protestante. Donc, ce sont des cérémonies qui se tiennent 4 fois par an, auxquelles on se prépare. Hein. Donc, les dimanches précédant la scène sont vraiment des moments de grande intensité spirituelle. Les protestants passent toute la journée au temple ces jours-là. Ils restent aussi l'après-midi parce qu'ils ont une remise à niveau spirituelle pour être aptes à pouvoir communier, donc à boire le vin et à manger le pain pour le dimanche choisi pour la célébration. On leur donne à cette occasion un méro, qui est un petit jeton qu'ils donneront au pasteur ou à la personne qui l'assiste au moment de communier. S'ils ont commis de mauvaises actions, ils n'ont pas le droit, et c'est vraiment une punition. Donc c'est une cérémonie qui se tient généralement au temple. Donc là, ça pose une difficulté. Et donc, comment les choses se passent très concrètement? Donc, le pasteur, on lit la première épître aux Corinthiens, à laquelle on vient de faire référence. Le pasteur rompt le pain, verse le vin dans une cruche, et les fidèles arrivent en file indienne. Ils chantent des psaumes ou alors on leur lit l'écriture. Enfin, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de flageolet, il n'y a pas de flûte. Ils sont séparés par sexe, donc dans les hauts temples c'est toujours comme ça, mais voilà, donc là encore ça colle assez mal avec ce qu'on voit. Et donc ils boivent les uns après les autres et ils mangent les uns après les autres. Et il y a un argument moi, qui me paraît particulièrement décisif, c'est que Dieu préside à la scène. Et si Dieu préside à la scène, ça veut dire que les hommes n'ont pas le droit de rester couverts, parce que vous ne restez pas couverts devant Dieu. Et les femmes, elles par contre, doivent avoir la tête couverte. Et quand on regarde, voilà, par exemple, la famille que vous avez sous les yeux, on voit très bien ce personnage central qui a la tête couverte. En tout cas, c'est vraiment un argument qui me semble rédhibitoire parce que c'est question de sociabilité. Quand est-ce qu'on se couvre, quand est-ce qu'on se découvre, c'est quelque chose d'important pour le XVIIe siècle. Donc la scène se tient très généralement au temple. Elle peut très exceptionnellement se tenir dans les endroits où les protestants ont l'autorisation de célébrer le culte, hein, c'est-à-dire chez les seigneurs qui ont des droits de justice très particuliers. Et ici, on n'est pas dans le cadre de la maison de seigneur ou justicier. Voilà.
Donc ça ne peut pas être le cas ici. Et Jacques Panier, qui était pasteur lui-même, donc qui connaissait évidemment parfaitement toutes ces questions, Jacques Panier, lui, n'a absolument pas proposé de ces deux tableaux une lecture en pensant que ça pouvait être une scène, une minute. Lui, il y voit tout simplement la bénédiction d'un repas, parce que les protestants, eux aussi, peuvent dire une sorte de bénédicité. Simplement, bon, là, on en revient au problème de base, c'est que ce n'est pas marqué sur leur nez qu'ils sont protestants, donc rien ne dit plus que c'est une bénédiction de repas catholique ou protestante. Et donc, en tout cas, voilà, s'il y a une hypothèse qui me semble devoir être abandonnée sur les Lenins, c'est en tout cas l'idée que les tableaux paysans, et notamment ces deux-là, puissent représenter des scènes, puisque ça ne cadre pas du tout avec ce qu'on sait aujourd'hui de la représentation de la scène. Donc voilà, d'autres tableaux ont été commentés, mais ont quand même moins fait parler d'eux. Et donc, comme nous sommes déjà en retard, je vais passer à quelques remarques conclusives. Finalement, dans le nombre immense d'historiens qui se sont intéressés au Lenin, il y en a finalement assez peu qui ont émis l'hypothèse du protestantisme. Le problème, c'est que voilà, ce sont plutôt des historiens importants, Jameau, Champfleury, et donc voilà, c'est une théorie qui a gardé droit de cité, notamment en raison de l'autorité de leurs auteurs, mais finalement, ils sont assez peu nombreux. Et donc, se sont penchés sur la question les historiens protestants. Donc, il y a Jacques Panier dont on a parlé. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la première page de l'essai que je vous ai montré tout à l'heure, il cite Paul Roman Musculus, qui est un autre historien protestant assez important, et qui, lui, semble-t-il, a abandonné l'hypothèse des Lenins protestants. Il n'a jamais publié les articles qu'il avait prévu de projeter, qu'il avait prévu de publier en 1933 dans la Semaine protestante du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc, je suis allée lire La Semaine protestante du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour un certain nombre d'années. C'est une lecture tout à fait édifiante. Mais en tout cas, il n'y a aucune trace de la série qu'évoque Jacques Panier, donc une série de Paul Roman Musculus sur le sujet des Lenins protestants. Et j'ai demandé à la Société historique du protestantisme français s'ils avaient eu trace de ces recherches, et eux non plus n'ont pas trouvé. Donc j'ai l'impression que Paul Roman Musculus, lui, s'est rendu compte que ça ne tenait pas, et s'est arrêté là. Donc on a aussi les historiens écrivains qui se sont bien évidemment beaucoup intéressés au sujet, donc Champfleury, Huysmans et Jameau, donc, qui ont une liberté littéraire qui n'est évidemment pas la nôtre aujourd'hui. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que cette hypothèse finalement a convaincu aussi bien Champfleury, qui était quelqu'un qui avait plutôt des origines modestes, qui voit chez les Lenins des peintres des pauvres gens, et Huysmans, qui écrit donc en 1899, donc qui vient d'avoir une conversion mystique. Il s'est rapproché des mouvements catholiques conservateurs, mais finalement lui aussi ça ne lui paraît pas du tout improbable. Et enfin donc Maddy Meignier, elle inscrit discrètement son propos dans une démarche qu'on peut qualifier de vraie démarche politique, puisqu'elle critique l'État royal qui est vu comme particulièrement autoritaire. Et donc finalement, elle écrit entre les lignes que les Lenins se seraient compromis en dissimulant leur protestantisme, qu'ils y auraient peut-être perdu une partie d'eux-mêmes, et que leurs tableaux seraient des hommages aux protestants restés fervents. Mais ça, voilà, c'est une remarque qui aurait pu tenir dans un contexte de persécution religieuse, par exemple au moment de la révocation de l'édit de Nantes, mais qui est plus difficile à admettre, qui me semble en tout cas plus difficile à admettre dans les années qui sont les années d'activité des Lenins. Évidemment, donc, ça se concentre toujours sur très peu de tableaux, des scènes intérieures. Et je pense que l'émergence de cette hypothèse, qui est donc un unicum dans la peinture, dans l'historiographie de la peinture française du XVIIe, s'explique par le fait que les Lenins sont quasiment les seuls représentants de ce type de peinture en France. Et là encore, voilà, finalement, je renvoie la balle à Axel sur l'influence de la peinture hollandaise, des portraits collectifs hollandais, et le fait que voilà, on a peut-être le regard notamment des historiens écrivains peut-être été marqué par ces vêtements qu'on a du mal à interpréter, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc voilà, c'est peut-être un avertissement pour nous tous, historiens de l'art. L'habit ne fait pas le moine. Et voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie.